So we're just going to push on Tony's side onto his ground, but only until his license expires at midnight. I don't care what it is. I don't care if you're in the water. I don't care if it's soup. Get it over the line. If we can get like 100 feet across that whole section. You know what it's going to cost to move the back? Pour la saison, le total final s'élève à 77 381. C'est incroyable. Entre l'investissement forcé dans un terrain qui ne vaut peut-être pas la peine et le fait de devoir tout recommencer après une expérience avec ses démons personnels, voici comment le pari d'1 million de dollars de Parker Schnabel s'est avéré extrêmement payant. Depuis quelques années, les fans de la série télévisée Ruée vers l'or observent les prospecteurs les plus acharnés à la recherche de l'or précieux que l'on trouve dans certaines des régions les plus prometteuses d'Amérique du Nord. Depuis de nombreuses années, nous observons les nouveaux venus tenter leur chance, tandis que ceux qui ont des décennies d'expérience dans le secteur continuent de tirer le meilleur parti de leur connaissance de ces champs de mines. Il y a aussi quelqu'un comme Parker Schnabel, un jeune homme riche d'une longue expérience. C'est probablement parce que, d'après ce que nous savons, il est mineur depuis 3 générations. Son père était mineur et son grand-père, Big John, était considéré comme une légende du jeu. Il ne serait donc pas surprenant que les rumeurs selon lesquelles Parker était sur les champs de mines à l'âge de 10 ans soient fondées. Ce qui est certain, c'est qu'il était sous l'aile de son grand-père de son vivant. C'est peut-être pour cela qu'il a pu voler de ses propres ailes dès son adolescence. Aujourd'hui, c'est un patron de mine innovateur et dynamique qui cherche à trouver le plus d'or possible pendant son séjour au Yukon. Et nous devons faire rentrer de l'argent, car nous allons bientôt être ruinés. Ces derniers temps, cependant, on a vu des gens comme Parker Schnabel et d'autres patrons de mines tenter de mobiliser les troupes afin qu'elles puissent poursuivre le travail exténuant nécessaire pour extraire davantage d'or des mines pendant la dernière saison de la ruée vers l'or. Après tout, cette saison pourrait être riche pour les mineurs, car ils étaient assurés de découvrir de l'or et d'autres métaux précieux dont la valeur pourrait se chiffrer en millions de dollars. On comprend donc que nous nous attendons à vivre de nombreux moments exceptionnels. Cela dit, l'équipe a réalisé que les choses ne commenceraient peut-être pas ainsi. Après avoir visionné quelques extraits des quelques saisons, les fans ont compris que Parker était perturbé, car il réalisait qu'il allait devoir réduire les effectifs de son équipe, pourtant si travailleuse. Naturellement, il était réticent à prendre une telle décision. On comprend son état d'esprit, d'autant plus qu'une forte camaraderie s'est instaurée entre ces gars-là. Je tiens à vous remercier tous sincèrement, et je le dis du fond du cœur. J'espère que chacun d'entre vous aura envie de revenir, car chacun d'entre vous a sa place ici l'année prochaine. Et puis, il y a eu le moment où l'homme a réalisé qu'ils étaient sur le point de gagner beaucoup d'argent. Ils avaient travaillé si dur ensemble pendant si longtemps. Ils étaient intervenus activement lorsque le jeune homme a bâti son empire minier aurifère, désormais prospère. Sans eux, il n'aurait pas été le patron de la mine qui a obtenu plus de 50 onces d'or, d'une valeur pouvant dépasser des centaines de millions de dollars. Il ne pouvait donc ignorer à quel point il l'avait aidé à développer l'une des plus grandes sociétés minières du Yukon. Il a donc dû être dévasté lorsqu'il a dû envisager de se séparer de certains de ses fidèles travailleurs. Mais ce n'était pas de sa faute si leur permis d'exploitation de la rivière indienne était résilié. Après plus de 10 ans passés là-bas, il semble qu'il soit temps de diriger son entreprise d'1 million de dollars ailleurs. Pour ce faire, Parker a choisi un endroit où il pourrait continuer à progresser autant qu'à Indian River Claims. C'est là que réside le problème. S'il ne trouve pas un endroit viable pour subvenir aux besoins de toute son équipe, il devra sans aucun doute réduire ses effectifs. Et ce serait vraiment dommage. On comprend donc qu'il est décidé de se concentrer sur la recherche d'un terrain suffisamment fertile pour subvenir aux besoins de son personnel. On comprend donc qu'il s'efforce de tout donner, d'autant plus qu'il dispose de ressources et d'équipements importants pour assurer une transition aussi fluide que possible. Désireux d'exploiter l'équipement, les ressources humaines, les stations de lavage et les connaissances nécessaires à cette transition, Parker semble avoir jeté son dévolu sur une autre région du Yukon, juste au sud de Dawson City. Nous le disons, car il a signé un contrat pour un nouveau terrain à Australia Creek. Apparemment, Parker a réussi à obtenir ce qu'il visait, l'un des derniers blocs de terrain vierge de la région. Cela peut paraître étrange pour ceux qui connaissent que la communauté minière et son occupation de la région du Yukon, alors qu'ils tentaient leur chance en cherchant de l'or dans la région. Pour une raison inconnue,
Ils ont décidé d'ignorer les 8500 acres de terres incontestées d'Australia Creek. Hélas, il semble que Parker n'ait eu d'autre choix que d'obtenir un bail pour reprendre ses activités minières, même sur ces terres non prouvées. La pression est toujours là, car il doit non seulement subvenir aux besoins de son équipe, mais aussi verser les 20% de redevances aux propriétaires des terres qu'il exploite. Cela dit, aussi désespéré soit-il, Parker devait s'assurer que ce n'était pas une décision imprudente. Ces terres seraient-elles suffisamment fertiles pour qu'il investisse des millions de dollars dans l'exploitation minière? La première chose qu'il a faite a été de consulter la carte qui lui montrait les résultats de forage que certains avaient pu constater sur place. Cela leur permettra d'identifier les meilleurs gisements d'or de la région. Cela montre que Parker a compris qu'il doit être très prudent lorsqu'il creuse dans la région, d'autant plus qu'il subirait une perte financière écrasante s'il ne trouvait que de l'or de mauvaise qualité. Heureusement, Tyson Lee est avec eux. Avec son aide, ils pourront trouver les meilleurs sites de fouilles dans ce terrain vierge. Bientôt, Tyson Lee et le reste de l'équipe se mettent à la recherche des zones de valeur de ce terrain. Malheureusement, ils se retrouveront confrontés à une grande confusion en se mettant au travail, car ils ont commis des erreurs avec les étiquettes utilisées pour identifier ces zones potentiellement fertiles en or. Soucieux d'éviter toute confusion à l'avenir, Parker a estimé qu'il valait mieux faire appel à Liam Ferguson, considéré comme le meilleur foreur de la région, voire de la planète. Comment a-t-il pu mériter une telle distinction? Désireux de retrouver cet homme, Parker a décidé que la meilleure solution était de se rendre à Dean's Gold Resources. Ce temps pluvieux et ces matins brumeux ne nous aident pas non plus à sécher notre matériel, alors nous nous contentons de ce que nous avons pour l'instant. Apparemment, Dean serait intéressé par la vente de Dominion Creek au soi-disant meilleur foreur de la ville. Liam pourrait peut-être s'y trouver, car il y forait déjà pour voir si l'endroit regorgeait vraiment d'or. Si tel était le cas, il serait compréhensible que Parker ait également commencé à s'intéresser à Dominion Creek en le découvrant. Peu de temps après, Parker se retrouva en réunion d'affaires avec Dean, où ils discutaient de la possibilité d'un accord. L'affaire ne semblait pas facile à conclure, car après avoir exprimé son intérêt pour l'exploitation minière à Dominion Creek, Dean révéla qu'il faudrait environ 15 millions de dollars pour la concrétiser. Wow! Naturellement, Parker n'avait pas les moyens de conclure cette transaction à ce moment-là. Nous retrouvons donc Parker face au dilemme qui se présente à lui. Soit il prend le risque d'obtenir un bail pour exploiter des terrains non encore prouvés lors de son passage à Australia Creek, soit il prend le risque d'acheter Dominion Creek pour la somme astronomique de 15 millions de dollars. Pendant ce temps, nous découvrions que Tony Beats, le chercheur d'or chevronné et une sorte de rival et mentor de Parker Schnabel, poursuivait ses travaux à Paradise Hill. Comme vous pouvez l'imaginer, le mineur légendaire était impatient de se remettre au travail à la recherche de cet or précieux au Yukon, d'autant plus que le climat semblait plutôt clément pour lui et les hommes qui espéraient faire fortune. Eh bien, il semble qu'il soit au bon endroit, car Tony Beats, le soi-disant roi du Klondike, était apparemment propriétaire de l'un des plus grands empires miniers du Yukon. Cela signifiait qu'il contrôlait des milliers d'hectares de terre qui promettaient d'enrichir ceux qui avaient le privilège de forer pour trouver de l'or. Tout le monde était prêt à tirer son câble, donc s'il s'y prenait bien, il fallait se retirer immédiatement. Sachant que nous avons croisé Tony Beats et son équipe le premier jour de la saison, il n'est sans doute pas surprenant que Tony et son équipe aient lancé ce projet en défrichant les terres nouvelles par tous les moyens possibles. Par exemple, Mike Beats, l'un des fils de Tony Beats, était chargé de la récupération des ordures et tenait absolument à travailler avec le bulldozer D11 pour accéder à la mine d'or. Par ailleurs, Monica Beats, la sœur de Mike, travaillait dur pour charger des pierres à l'aide de camions à pierre afin de pouvoir éliminer la terre précieuse de la zone. J'imagine que les filles aussi font ça. Même si cette famille est très attachée à son devoir, on constaterait que seul Mike, des 3 enfants Beats, apprécie véritablement les activités qui se déroulent dans les mines. Du moins, c'est ce que l'on constate en interrogeant sa sœur. Il serait ravi d'apprendre que son père ambitionnait d'extraire 6,0 onces d'or cette saison pour tenter de surpasser les 5,300 onces découvertes l'an dernier. Au moins, l'équipe pourrait ainsi profiter des 9 millions de dollars qu'elle gagnerait si ses efforts aboutissaient. Pour y parvenir, Tony et son équipe ont ciblé le chenal situé entre les coupes de 9 et 6 acres qu'il avait exploité l'année précédente. Ils prévoyaient ensuite d'étendre les travaux de l'équipe vers une colline. Au moins,
Ils pourraient trouver un terrain plus viable pour leur recherche d'or à Paradise Hill. Heureusement, ils disposent de tout le matériel nécessaire pour réaliser leurs rêves. Il s'agit de 10 camions, 3 excavatrices et 2 D11. L'équipe a déjà connu un certain succès avec ces machines, qui lui ont permis, à lui et à son équipe, d'extraire 4 millions de dollars. Pour agir, Tony et son équipe allaient devoir creuser à environ 18 mètres de profondeur. C'était peut-être le seul moyen d'accéder à la couche d'or. Mesdames et messieurs, c'est très sérieux. C'est pourquoi, veuillez vous placer derrière le câble. Merci. Comment c'était? C'était une réunion de sécurité plutôt réussie. On l'adoucit de huit, mais en poursuivant leur travail, ils ont eu le malheur de rencontrer un obstacle. Ils ont rencontré du sol gelé lors de leurs exercices de forage et d'excavation. Apparemment, c'était si dur qu'on le comparait à du béton. Pas étonnant que la tige du Ripper se soit brisée en deux au contact du sol gelé. Il va falloir trouver une solution, car l'équipe de Tony Beats n'a eu que 6 mois environ pour extraire le plus d'or possible pendant son séjour. Sachant qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre une seule journée, la route semble longue pour cette saison. Tout n'est pas si sombre, surtout lorsqu'on s'intéresse à Rick Ness. Après 2 ans d'absence dans l'exploitation minière, il semble avoir repris ses esprits et a continué à se remettre sur les rails en travaillant dans les mines. À la recherche de cet or, il est convaincu que non seulement il va remettre sa vie sur les rails, mais aussi qu'il va trouver une mine d'or qui ferait de lui l'un des meilleurs chercheurs d'or au monde. Pour atteindre ses objectifs, Rick récupère son ami Zaremba pour qu'il puisse travailler au Klondike. C'est logique, d'autant plus que Zaremba était le seul autre membre de l'équipage de Rick à cette époque. Une fois son ami récupéré, Rick et Zaremba parcourent les 290 km qui les séparent de la concession de Rick. C'était un endroit proche de Kino City. Bien que l'endroit ait été abandonné par Rick et peut-être d'autres, il semblait que le moment était venu pour Rick et son équipe de se mettre au travail pour extraire tout l'or possible de cette concession. Malheureusement, Rick avait apparemment du pain sur la planche, car la plupart du matériel dont il disposait habituellement avait été rendu à l'entreprise de location qui le lui avait loué. Rick savait donc qu'une tâche herculéenne l'attendait s'il voulait nettoyer la zone avec les quelques hommes à sa disposition. Heureusement pour eux, l'équipe pouvait compter sur Monster Red, la station de lavage qui s'est avérée être le joyau de Rick et de son équipe d'orpailleurs en pleine expansion. Qui ne regarderait pas cette machine avec une certaine admiration? Apparemment, elle est capable de traiter jusqu'à 270 mètres de papier riche en or par heure. Pas mal pour une machine à un demi-million de dollars. Non? Aussi pénible que soit la charge physique de ses tâches, elle n'est rien comparée à la fatigue émotionnelle qu'il doit endurer pour réaliser ses rêves en travaillant dans les mines. Après tout, il essaie simplement de se remettre d'une dépression. Heureusement, son ami Zaremba l'a aidé à traverser ces moments difficiles. On a tous besoin d'un ami comme Zed, n'est-ce pas? Aussi terrible que cela puisse être. Ce n'est peut-être pas aussi terrible que ce que l'équipe de Schnabel pourrait devoir endurer pour joindre les deux bouts. Après tout, Parker lui-même envisage un contrat de 15 millions de dollars alors qu'il n'en avait que 5 sur son compte en banque. Beaucoup d'entre nous, ici à la chaîne, ne pourraient que regretter d'avoir 5 millions de dollars sur leur compte. Ils ne pouvaient même pas envisager d'utiliser cet argent pour verser un acompte sur Dominion Creek, car cela le ruinerait complètement. Non, ce n'était pas envisageable. Même si ce n'était pas envisageable, Parker devait avoir un mal de tête insoutenable, car la seule autre option était d'investir dans un bail qui leur permettrait d'acquérir une parcelle de terrain non encore testée. Que doit faire un homme? Alors qu'il prenait sa décision, Parker rencontra enfin Liam. À sa grande surprise, Parker découvrit que Liam était convaincu de trouver de l'or à Dominion Creek s'il l'explorait. Il était persuadé de trouver de bons gisements aurifères dans la région, et avec Liam, il avait à ses côtés l'un des ouvriers les plus fidèles et les plus compétents. Eh bien, il avait intérêt à l'être. Selon l'accord, c'était Parker qui paierait la majeure partie du salaire de Liam. Heureusement, il semblait que cela ne le dérangeait pas. Il pensait que Liam était un homme bien et digne de confiance. C'est une qualité difficile à trouver chez la plupart des gens. Compte tenu de son expérience, il pourrait s'agir d'une excellente recrue pour Parker et sa compagnie minière. De retour auprès de Rick, nous découvrons que lui et Zed étaient en route pour récupérer des provisions dont ils allaient se servir après l'ouverture de leur camp. Vous savez comment se déroulent les trajets.
Il ne sera donc pas surprenant d'apprendre que c'est à ce moment-là que Rick a décidé de se confier sur sa dépression, sa toxicomanie et son addiction. Malheureusement, toutes ces choses ont eu raison de ce jeune patron de mine après le décès malheureux de sa mère. Apparemment, c'est aussi pour cette raison qu'il a dû vendre la maison de sa mère. Apparemment, c'était la seule façon pour lui de prendre un nouveau départ. Espérons qu'avec la bénédiction de sa mère, il pourra utiliser cet argent pour se remettre sur les rails et trouver de l'or sur la plage et se faire un nom. En parlant de gens qui se sont fait un nom, la famille Beats risque d'avoir du mal à entretenir la sienne si elle ne parvient pas à réparer la tige déchirée par le gel. Pourquoi la traîner jusqu'ici? Ce n'est pas plus rapide? Je l'ai déjà soulevé 2 fois. Par devant. Là? Bon, c'est bien. Mais je n'aime pas ça. Très bien, parce que si tu deviens trop lourd, il suffit de le mettre en place. D'accord? Après 3 jours d'attente, ils étaient contents de recevoir le remplacement de la tige cassée. Malheureusement, il semblait y avoir encore du retard, car Kevin n'était pas venu les aider à réparer cette pièce cassée. Peut-être impatienté par toute cette affaire, Tony implora ses enfants de l'aider à résoudre ce problème. Pouvait-il faire quelque chose pour ce bras de défonceuse et son mécanisme hydraulique de traction poussée, afin de l'utiliser pour des travaux de précision? Pas sûr, mais pour l'instant, il devait s'inquiéter du manque de puissance du bras hydraulique. Désireux de régler ses problèmes, Tony suggéra de retirer les goupilles du bras à la main afin de s'assurer que les trous soient bien alignés pour pouvoir les réenfoncer à coups de marteau. Cela semble assez simple, car cela devrait sûrement le verrouiller. À leur grande joie, l'équipe a constaté que l'idée de Tony fonctionnait. Ils étaient désormais prêts à utiliser cette machine pour se mettre au travail. Il semblait donc temps pour Tony et son équipe de se mettre au travail pour récupérer ce précieux trésor d'ici la fin de la semaine. Bonne chance. Les gars, vous en aurez besoin. Rick allait avoir besoin d'un peu de chance pour regagner un terrain qu'il avait acquis auprès d'un certain Troy Taylor quelques années auparavant. Il ferait mieux de s'y remettre rapidement. Il avait versé un acompte de 270 $ pour cette propriété et, par conséquent, il avait intérêt à en tirer profit. Malheureusement, ce plan ne semblait pas si simple à mettre en œuvre. Rick a dû affronter ses démons, mais malheureusement, cela a entraîné des saisons perdues et des retards de paiement. Il a donc dû faire face aux menaces de Troy de mettre fin à leur contrat. Ce serait un désastre, car cela mettrait fin à la carrière de Rick comme directeur de mine. Heureusement pour Rick, il parvient à calmer Troy, même s'il n'était pas très enthousiaste à l'idée de pardonner à Rick pour son manquement à ses obligations. Troy avait néanmoins le désir d'aider cet homme. Espérons que cela redonnera à Rick le moral dont il a besoin pour enfin se remettre sur pied. Telle est la vie d'un aspirant patron d'une mine d'or ou de tout autre type de mineur. Espérons que Rick et les autres sauront profiter au maximum de leur séjour au Yukon. Entre l'obligation d'investir dans un terrain qui n'en vaut peut-être pas la peine et la nécessité de tout recommencer après une expérience avec ses propres démons, sur le site minier, l'impatience est à son comble, car l'équipe espère découvrir d'importants gisements d'or autour de grosses roches. L'exploitation repose sur un convoyeur à bande fonctionnant parfaitement pour transporter la terre et les roches vers le traitement, un élément crucial du processus d'extraction de l'or. Ce convoyeur assure le transport efficace des matériaux du site de fouille à l'usine de traitement, où le précieux or peut être extrait. Cependant, leur enthousiasme est de courte durée. Le convoyeur s'arrête brusquement, interrompant le flux de matériaux. Cet arrêt soudain suscite une vague d'inquiétude au sein de l'équipe, car toute l'opération repose sur le mouvement continu de la terre et des roches. Nate, connu pour sa rapidité de résolution des problèmes, se précipite sur le lieu de la panne. Après une inspection minutieuse, Nate identifie rapidement le problème. Une grosse pierre s'est logée dans la poulie de queue, provoquant le blocage de la courroie. Voici donc la pierre coincée. Mais le blocage était tel que nous ne pouvions pas le faire rouler ou le retourner à plat pour le faire sortir. Ce blocage constitue un obstacle majeur, car il interrompt non seulement le flux de matériaux, mais présente également un risque d'endommagement du système de convoyage en cas de mauvaise manipulation. Avec le convoyeur R-Service, l'équipe se retrouve face à un dilemme. Il est nécessaire de retirer la roche pour reprendre les opérations, mais cette opération exige précision et précaution pour éviter d'endommager davantage l'équipement. Parker, conscient de la délicatesse de la tâche, recommande à l'équipe de procéder avec prudence. Il leur demande de desserrer la courroie, ce qui soulagerait la tension et faciliterait la manipulation de la poulie de queue. L'équipe tente ensuite de faire tourner manuellement la poulie de queue,
espérant déloger la roche. Ce processus est semé d'embûches, car la roche est coincée et la machinerie est complexe. L'équipe doit travailler ensemble, alliant force et expertise, pour manœuvrer délicatement la poulie et libérer l'obstacle sans endommager la bande transporteuse. À mesure que les minutes s'écoulent, la pression montait. L'exploitation est au point mort et chaque seconde compte. La détermination de l'équipe est palpable, consciente que surmonter cet obstacle est crucial pour la réussite de ses efforts miniers. Grâce à un travail d'équipe et à des efforts minutieux, ils parviennent enfin à déloger la roche, permettant au convoyeur de reprendre sa fonction essentielle. Le soulagement est immense lorsque le convoyeur se remet en marche, transportant la terre et les roches précieuses vers l'usine de traitement. La réaction rapide et prudente de l'équipe face à la crise témoigne de sa résilience et de son expertise, soulignant les défis quotidiens auxquels elle est confrontée dans sa quête d'or. Alors qu'il s'efforce de résoudre le problème, la tension montait. Plus le convoyeur reste inactif, plus il risque de manquer d'or. L'efficacité et la coordination de l'équipe sont mises à rude épreuve, alors qu'ils manœuvrent avec précaution pour dégager le convoyeur bloqué. Chaque minute compte, et la pression pour résoudre le problème rapidement et en toute sécurité pèse lourdement sur toutes les personnes impliquées. Après quelques efforts, l'équipe parvient à déloger la roche et à remettre le convoyeur en marche. Le soulagement est palpable lorsque la bande reprend son ronronnement régulier, signe que le flux de matériaux a repris. Le retour à la normale des opérations apporte un soupir de soulagement collectif, les membres de l'équipe échangeant des hochements de tête de satisfaction face à leur succès. Cet incident rappelle brutalement les défis inhérents à l'exploitation aurifère. Malgré une planification et une préparation minutieuse, des obstacles imprévus peuvent survenir à tout moment, exigeant une réflexion rapide et un travail d'équipe pour les surmonter. Cela souligne l'importance d'entretenir les équipements et d'effectuer des contrôles de maintenance réguliers pour éviter que de tels problèmes ne se reproduisent. Des inspections régulières et des interventions rapides sont essentielles au bon fonctionnement des machines, essentielles à l'extraction de l'or. Alors que l'équipe reprend le travail, l'accent est mis à nouveau sur la sécurité et l'efficacité. Chaque membre est rappelé à son rôle essentiel dans l'exploitation et à la nécessité d'une vigilance constante pour assurer le bon déroulement du processus d'extraction. Cette expérience renforce la valeur du travail d'équipe et la nécessité d'être prêt à affronter les imprévus. Les événements de la journée ont mis en lumière l'importance de la contribution de chacun à l'effort collectif, insistant sur l'équilibre entre productivité et sécurité dans l'environnement exigeant de l'exploitation aurifère. Avec la reprise du travail, l'équipe avance avec une détermination accrue, plus que jamais consciente de l'équilibre délicat entre l'homme et la machine. Après un effort concerté, Dave parvient à faire tourner manuellement la poulie de queue, permettant ainsi à la bande de se remettre en marche. L'équipe applaudit lorsque le convoyeur reprend son activité, signe qu'ils peuvent continuer à traiter les matériaux destinés à l'extraction de l'or. En inspectant la roche à l'origine du blocage, ils découvrent quelque chose d'inattendu. La roche était fermement calée dans la ceinture, l'empêchant de rouler ou de s'aplatir pour faciliter son retrait. Malgré le défi, l'équipe a persévéré et ses efforts ont porté leurs fruits. Jason, un membre de l'équipe, remarque quelque chose d'intéressant dans la roche. En y regardant de plus près, il confirme qu'il contient de l'or. Jason, viens ici, il y a des petits morceaux dedans. On dirait bien, non? Je parie que c'est de l'or. Ça, c'est de l'or, sans aucun doute, à 100%. La découverte suscite enthousiasme et satisfaction, car la découverte d'or dans la roche valide leurs efforts et renforce leur confiance dans le potentiel du site minier. L'équipe décide de conserver la roche, reconnaissant son importance comme symbole de leur travail acharné et de leur persévérance. La découverte d'or dans la roche rappelle le but ultime de leur travail, extraire le plus d'or possible des matériaux environnants. Alors que l'équipe reprend le travail, la découverte redonne de l'énergie à l'équipe. L'incident, initialement un contretemps, est devenu une source de motivation. Il met en lumière le caractère imprévisible de l'exploitation aurifère et la nécessité de rester vigilant face aux opportunités inattendues. Le succès de l'équipe, qui a surmonté l'engorgement du convoyeur et découvert de l'or dans la roche, témoigne de son talent, de sa détermination et de son esprit d'équipe. Cela rappelle que dans le monde de l'extraction aurifère, chaque obstacle est une opportunité, et chaque découverte les rapproche un peu plus de leur objectif.
Malgré le bon déroulement des opérations, l'équipe est consciente du temps limité dont elle dispose pour extraire l'or. Ils sont frustrés, conscients que l'exploitation minière est intrinsèquement imprévisible et que des difficultés peuvent survenir à tout moment. Néanmoins, ils restent concentrés, motivés par la découverte et convaincus que leur travail acharné peut être fructueux. Leurs inquiétudes se confirment lorsque le convoyeur à résidus se bloque à nouveau, malgré leur tentative précédente. Des pierres se sont à nouveau logées dans la poulie de queue, obligeant Dave à les dégager manuellement pour reprendre l'exploitation. L'équipe intervient rapidement pour dégager la bande, consciente des retards et contretemps potentiels que ce problème pourrait engendrer. Elle identifie un morceau de caoutchouc usé, permettant aux pierres de pénétrer dans la poulie de queue et de bloquer la bande. Ce problème récurrent met en évidence la nature exigeante de l'exploitation minière, où même des problèmes apparemment anodins peuvent avoir des conséquences importantes. La capacité de l'équipe à relever et à résoudre rapidement ces défis est essentielle pour maintenir la productivité et atteindre ses objectifs d'extraction d'or. Un morceau de caoutchouc qui s'ouvre sans cesse et les pierres tombent dans la poulie de queue. C'est juste l'usure de la machine. Le caoutchouc s'usait et ensuite, un petit trou se forme et les petits cailloux s'y insèrent. Très vite, le trou grossit. Et voilà, le problème se pose. Ils ont résolu le problème causé par le rabat en caoutchouc usé sur le bord de la bande, qui laissait passer des pierres et bloquait la poulie de queue. Ils ont rapidement corrigé le problème en colmatant le trou avec une pièce en caoutchouc, garantissant ainsi que les pierres remontent le convoyeur au lieu de bloquer la poulie. Après avoir réparé la bande, Dave vérifie que tout fonctionne correctement. Malgré une résolution rapide, les arrêts leur ont coûté 8 heures d'exploitation cruciale. Il ne leur reste plus qu'à espérer que leurs efforts porteront leurs fruits en termes de récupération d'or. Dave se montre optimiste quant au potentiel de rentabilité de ce site, s'attendant à ce qu'il soit plus important qu'auparavant. L'équipe a creusé plus profondément et rencontré des roches plus grosses, ce qui, selon Dave, devrait permettre de récolter une quantité d'or bien plus importante que lors de l'opération précédente. L'équipe pèse l'or récupéré jusqu'à présent. La balance indique 6,86 onces. C'est un signe prometteur, indiquant que leurs efforts portent leurs fruits et qu'ils sont en bonne voie pour obtenir une récupération d'or substantielle par rapport à la semaine précédente. Cependant, Dave exprime sa déception face à la faible quantité d'or récupérée, affirmant que 11,0 $ d'or ne correspondent pas à ses attentes. Il explique qu'il visait une quantité plus élevée, au moins à 2 chiffres. Dave pense que la rivière dépose continuellement de l'or grâce aux orages qui le charrient. Cependant, malgré sa conviction quant au potentiel de la région, son partenaire s'inquiète de la viabilité financière d'attendre que l'or s'accumule suffisamment pour réaliser un profit. Il explique que, compte tenu de leur situation actuelle, il pourrait être impossible de vendre l'or avant 20 ans. Cette perspective est décourageante pour Dave, qui espérait un succès plus immédiat. Malgré ce revers, Dave reste optimiste quant au potentiel de la région, convaincu qu'il existe un terrain vierge offrant un meilleur potentiel aurifère en profondeur. Il prévoit de poursuivre l'exploitation minière à California Creek, où une calotte glaciaire de 6,4 km de long et de 9 mètres d'épaisseur empêche Fred Lewis d'exploiter sa concession. La détermination de Dave à persévérer face à l'adversité souligne les défis et les incertitudes inhérents à l'exploitation aurifère, mais aussi l'espoir et la résilience qui les animent. Fred s'efforce de dégager un chemin à travers un ruisseau à l'aide d'engins lourds pour atteindre les machines essentielles de l'autre côté. La tâche est ardue, mais Fred revient sur sa vie et les défis qu'il a dû relever, notamment en Irak et en Afghanistan. Avant de me lancer dans l'exploitation aurifère, j'avais vraiment du mal. On me demandait « Que fais-tu dans la vie ?» Et je répondais « Je suis un ancien combattant handicapé. » Et c'est ainsi que je me suis identifié. Aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais, je réponds que je suis chercheur d'or. Malgré de graves blessures, comme une fracture des 2 jambes et un traumatisme crânien, Fred reste déterminé et ne se laisse pas définir par ses revers. Fred s'interroge également sur la stigmatisation liée au handicap, soulignant que l'ampleur de ces blessures est souvent méconnue, car elles sont invisibles. Il insiste sur la nécessité de changer les perceptions autour du handicap, soulignant que ce n'est pas parce qu'un handicap n'est pas visible qu'il n'est pas réel ou n'a pas d'impact. Malgré ces difficultés, Fred reste concentré sur son travail, déterminé à surmonter les obstacles et à atteindre ses objectifs dans l'exploitation aurifère.
Après avoir frayé un chemin à travers la glace, Fred conduit son équipe jusqu'à une pompe de 15 cm qu'il compte utiliser pour faire fondre la glace qui retient leurs concessions et leur équipement. L'équipe est enthousiaste à l'idée de cette tâche, l'un d'eux la comparant au rêve de tout jeune garçon. La pompe est lourde et nécessite 2 personnes pour la soulever. Ils l'installent soigneusement, s'assurant que tout est en place avant de la mettre en marche pour faire fondre la glace qui bloque leurs concessions. L'équipe travaille ensemble avec efficacité, sachant que la moindre erreur pourrait compromettre leur exploitation. Malgré les difficultés rencontrées, Fred reste déterminé à les surmonter et à poursuivre son exploitation aurifère. Il demande à l'équipe de descendre et de raccorder les tuyaux. Il travaille avec prudence près des eaux profondes, sachant que si quelqu'un tombe à l'eau, il risque de ne pas en ressortir. Fred explique qu'ils utilisent leur pompe principale comme lance à incendie pour faire fondre la glace. Il prévoit de s'attacher une corde pour grimper dans une zone dangereuse et installer correctement les lances. Malgré les dangers, Fred est confiant quant à l'épaisseur de la glace, mais il sait que travailler en dessous comporte des risques. L'équipe travaille ensemble pour assurer la sécurité et l'efficacité de ses opérations. Fred se prépare à pénétrer dans une zone potentiellement dangereuse et s'attache une corde pour que l'équipe puisse le tirer en cas de chute. Il explique les mesures de sécurité, notamment l'utilisation d'une 2e corde de secours au cas où il passerait dans le tunnel de neige. Fred insiste sur l'importance de ne pas rester coincé sous la glace. Christopher est chargé de guider Fred avec la corde au fur et à mesure de ses mouvements, en veillant à ce qu'il n'y ait aucune tension, mais aussi à ne pas lui donner trop d'avance. Une fois tout en place, Fred compare ce moment à l'impatience qui précède un saut en halo dans l'armée, à la fois excité et nerveux face à ce qui l'attend. Fred est attaché à Chris pour le soutenir, mais si Fred tombe et est entraîné sous le glacier, Chris doit le libérer pour éviter d'être lui aussi emporté. Fred explique les mesures de sécurité à Chris, s'assurant qu'il sait comment le libérer si nécessaire. C'est comme un frein. Vous avez ça, et si vous devez lâcher prise, lâchez prise. Comme ça, il n'y a pas de queue supplémentaire, car si c'était le cas, elle pourrait vous attraper et vous entraîner. Alors, utilisez ça comme ligne directrice, et après, ça va être un peu compliqué. Fred reconnaît les risques encourus, notamment la noyade et l'hypothermie, mais reste concentré sur la tâche à accomplir. Son premier défi consiste à franchir une crevasse qui pourrait le mener dans l'eau glacée. Fred réussit à sauter par-dessus la crevasse et à atterrir sur la berge, le tuyau en place pour la suite du plan. Le plan désespéré de Fred pour faire fondre la glace qui bloque leur concession est un succès. L'eau de la pompe traverse la neige et la glace, créant un canal exactement là où ils en avaient besoin. Cette réussite est une victoire importante, qui pourrait leur faire gagner une semaine de travail. Cet obstacle surmonté, Fred et son équipe peuvent se concentrer sur l'exploitation minière. Fred a également prévu d'utiliser l'installation de lavage construite par Buzz, une étape cruciale vers leur objectif de devenir mineurs indépendants cette saison. Pendant que l'équipe continue de déglacer, Fred part récupérer l'installation de lavage chez Buzz, à 160 km de là. Cette réussite souligne la détermination de Fred et l'importance du travail d'équipe pour relever les défis de l'exploitation aurifère. Il charge les remorques avec soin, assurant la sécurité et la protection de l'installation de lavage pendant le transport. Une fois le chargement terminé, ils sont prêts à prendre la route pour acheminer l'installation jusqu'au claim. L'équipe est déterminée et concentrée, prête à faire de cette saison un succès. Fred rencontre des problèmes avec sa remorque lors du trajet de 160 km aller-retour jusqu'à California Creek. Il sent que quelque chose traîne et découvre que les ressorts à lame de la remorque sont cassés. Ce contretemps pourrait retarder leur voyage, mais Fred reste optimiste, sachant que la casse de Buzz pourrait avoir des ressorts de rechange. Ils parviennent à trouver des ressorts à lame adaptés et à réparer la remorque, évitant de justesse une situation potentiellement dangereuse. Malgré le retard, Fred et son équipe sont soulagés que la remorque soit réparée et prête à poursuivre leur voyage. Ils ont hâte de retourner à California Creek et d'installer l'installation de lavage, mettant ainsi fin à cet épisode difficile. Après un périple éprouvant de 8 heures à travers le Yukon, l'équipe arrive à California Creek avec son installation de lavage. Fred est enthousiasmé par ce nouvel équipement, qui, selon lui, révolutionnera leur exploitation. Il a décidé de miser gros en investissant dans une excavatrice 460, une machine massive de 51 tonnes équipée d'un godet de 5 verges. Cet investissement marque un tournant majeur dans la saison de Fred, qui est en pleine forme avec une récolte de 111 onces,
soit plus que la récolte totale de l'année dernière. Fred est optimiste quant à la capacité de cette nouvelle excavatrice à atteindre son objectif de 500 onces d'or. L'équipe est impatiente d'installer la pelle et de commencer à creuser la terre, confiante que ce nouvel équipement la propulsera vers le succès à California Creek. Cependant, la pelle 250 de Fred peine à alimenter l'installation de lavage, ce qui sollicite davantage la plus petite, la 220. La pelle 460 était censée prendre en charge l'excavation de la terre et maintenir la hauteur de la pile, mais son mécanisme de pivotement présente des problèmes. Fred et son équipe espèrent que le 460 les aidera à déplacer la quantité de terre nécessaire au bon fonctionnement de l'usine et à atteindre leurs objectifs. Cependant, les problèmes inattendus rencontrés avec le 460 suscitent des inquiétudes, d'autant plus qu'il manque de fonds pour d'éventuelles réparations. Fred demande à JB de venir évaluer la situation. La frustration de l'équipe est palpable face à un nouveau contretemps dans son exploitation minière, la transmission pivotante cassée de l'excavatrice. 460 a stoppé leur progression et ils doivent maintenant attendre les pièces et entreprendre la tâche difficile de remplacer la transmission. Malgré leurs efforts pour améliorer leurs opérations avec le nouvel équipement, ils se rendent compte de la nature imprévisible de l'exploitation minière et des défis constants qu'elle représente. L'espoir de Fred de voir la 460 changer la donne est désormais éclipsé par la réalité, laissant l'équipe démoralisée et frustrée. Les gars, il faut y arriver. Vous savez, l'objectif que nous nous sommes fixés est assez ambitieux et nous n'y parviendrons pas si nous restons les bras croisés à attendre que les choses s'arrangent. Alors, adaptons-nous, surmontons les obstacles. C'est comme ça, acceptons le coup et avançons. Fred est confronté à un problème majeur, la transmission de rotation de sa pelle. 460 est défaillante, rendant la machine inutilisable. C'est un coup dur pour ses activités, car la pelle devait révolutionner son activité minière. Fred reconnaît les difficultés financières que cette réparation entraînera, mais estime qu'il est nécessaire de remettre l'équipement en état de marche. L'équipe est frustrée par les pannes d'équipement constantes et se sent comme confrontée à une série de malchances. La décision de Fred de faire appel à un mécanicien entraînera des coûts supplémentaires, alourdissant leur fardeau financier. Leur salaire s'épuisant, ils risquent de devoir interrompre leurs activités jusqu'à ce que l'excavatrice soit réparée. Malgré les difficultés, Fred est conscient que les pannes d'équipement ne sont pas propres à son exploitation, mais plutôt courantes dans l'industrie minière. Il reste déterminé à surmonter ces obstacles et à améliorer la production pour atteindre ses objectifs. Fred et son équipe ont réussi à récolter 7,02 onces d'or, d'une valeur de 112,0 $, portant leur total de la saison à 4,317,2 onces. Et l'année dernière, ils étaient 3,768.